êtes là pour ça. Je suppose que vous êtes tous adeptes de Facebook ou de Twitter ou des autres nouveaux réseaux sociaux. Donc c'est une expérience vécue, une expérience personnelle. Et la relation entre Open Space m'a tué et Facebook m'a tué, c'est que le schéma de l'entreprise de l'Open Space, c'est-à-dire cette transparence, est finalement transposé à la vie privée. Autrefois, on prenait le téléphone, on se fixait un rendez-vous, on se voyait. Ben, aujourd'hui, ça devient pratiquement impossible de se voir, tellement les gens sont occupés. Occupés à quoi? En fait, à communiquer virtuellement sur Facebook, sur d'autres sites. Et donc, plus il y a des communications, moins il y a cet échange dans la vie réelle. Un pharmacone, ça veut dire en même temps un poison et un remède. Et donc, je voulais savoir, est-ce qu'on ne peut pas aussi considérer un réseau social, puisqu'on est dans les nouvelles technologies, autant en profiter, mais de façon positive. Est-ce que vous avez une recette éventuellement de comment on peut avoir recours à ce nouveau moyen technologique de relations sociales d'une façon positive? Effectivement, on voit plutôt l'aspect négatif, entre guillemets, des réseaux sociaux, en fait, de manière générale, puisque Britt en a parlé, de toute façon, c'est dans le livre, c'est que c'est pas un livre sur Facebook déjà, c'est sur tous les nouveaux moyens de communication et comment ils changent, ils sont à la fois révélateurs et de nos modes de vie et aussi ils influencent nos modes de vie. En fait, c'est à la fois en poison et une antidote, mais on dit souvent de la technologie que ça dépend de l'usage qu'on en fait. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que en fait, ces technologies nous transforment. Elles sont elles-mêmes des dispositifs en soi. C'est-à-dire qu'on est sur Facebook, on a des incitations permanentes à faire plus. Et au bout d'un moment, on craque. On a tout le temps une demande d'un ami qui arrive, et puis on finit par accepter. On se dit on la laisse pendante, et pendant qu'on la laisse cette demande en amitié sur Facebook pendante, et ben, la personne a accès à votre profil. On ne le sait pas, mais voilà, c'est une fois qu'on a... Et quand on a le choix de l'accepter, on la confirme ou on l'ignore. Et quelquefois où il y a des boutons, on dit voilà, est-ce que vous voulez devenir ami avec cette personne-là? Il dit oui ou plus tard. Mais sous-entendu, il n'y a pas la réponse négative. On aime bien, il y a toujours une incitation au productivisme social sur Facebook. Et c'est tellement intensif, c'est tellement bien fait, que finalement, 1 plus 1 n'égale pas 2. C'est-à-dire qu'on finit par en vouloir plus, on finit par vouloir accumuler des amis, on finit par vouloir accumuler des likes, accumuler des commentaires qui sont positifs. Donc, ces technologies nous changent aussi parce qu'elles sont devenues une norme. C'est-à-dire que c'est difficile de dire moi je ne suis pas sur Facebook, ok, on peut ne pas être sur Facebook, mais dans ce cas-là, les gens demandent pourquoi tu l'es pas. On a des incitations, c'est comme c'est rentré dans les usages, on finit par craquer. Bon, moi je m'y suis mis, mais j'y vais quasiment jamais. Et ça dépend des usages, pas que, parce que c'est pas qu'une technologie, c'est devenu, c'est imbriqué dans nos vies. C'est pas une opposition virtuelle réelle. Les gens qui voient le plus de monde dans la société sont souvent, il y a une étude qui a montré ça aux États-Unis, qui montre que les gens qui sont sur Facebook sont aussi les gens qui sortent le plus, qui vont le plus à des réunions et qui connaissent vraiment tous les amis qui sont dans Facebook. C'est un cliché qu'on ne connaît pas ses amis sur Facebook, on les connaît. Mais est-ce que par contre on a une vraie relation d'amitié avec eux, avec une confrontation? Non, ça c'est vrai qu'on est tous sympas sur Facebook, on se fait des câlins, on se dit je t'aime, on dit je te kiffe trop, quand est-ce qu'on se voit ma biche? Et en échange, l'autre répond ouais, ça serait trop sympa, faut qu'on se voit. On est gentil, c'est un univers où on est gentil. Le besoin de cette plateforme d'échange et de connexion permanente à l'autre, il est fondamental pour nos sociétés actuelles. Parce qu'on est dans un manque de reconnaissance. Et on vient chercher cette reconnaissance sur Facebook. On vient faire un reporting de sa vie. Est-ce que ce que je fais, c'est cool? Donc on veut valider que vraiment ce que je fais c'est cool. Alors un usage positif, c'est vrai que dans les endroits où les gens sont isolés, ça aide à retrouver des amis. Ça nous transforme, ça nous pose des questions et ça répond à des besoins. Ça répond aux besoins de solitude. C'est-à-dire qu'on dit que maintenant, grâce à Facebook, on n'est plus jamais seul. On a son nuage virtuel d'amis dans la tête. On a une partie qui est avec la personne ou avec l'événement ou avec le paysage, mais une partie qui est avec ses amis sur Facebook. On est un nuage virtuel, on peut appeler ça. Un nuage d'amis, voilà, un nuage d'amis qu'on a en permanence, on a son répertoire.
C'est qu'on est une époque où on assimile notre bonheur à la possibilité d'avoir le choix. C'est même la pub pour BlackBerry qui dit aimer avoir le choix. À partir du moment où on a choisi quelque chose, on estime que, ah non, là tu as choisi, tu t'enlèves des possibilités, donc tu vas pas être heureux. Donc on estime que finalement le bonheur est sans engagement. Et si jamais on s'engage de manière très profonde avec une personne dans une relation sentimentale ou en amitié, c'est un risque. Moi j'ai pris un risque avec Thomas, il est mort, c'était mon meilleur ami. Je prends un risque. Mais c'est vrai que j'ai coupé les ponts concernant Facebook, hein, sur ce plan professionnel. On peut parler de travail, on peut déjà il y a des personnes qui postent par exemple des offres d'emploi, mais il y a un ton, c'est un ton de la détente. C'est pas un univers où on parle vraiment de boulot. Les collègues sont amis sur Facebook souvent, mais ils ne se parlent pas boulot, on ne discute pas vraiment boulot, on le fait de façon détendue, comme on est à la cafette. Voilà. Et ce qui se passe dans la dimension du travail, on est plus en plus on est dans une société de services, même post-tertiaire on dit, et là les compétences comportementales sont tout aussi importantes que le savoir-faire, enfin les compétences techniques ou le savoir-faire professionnel. C'est-à-dire que l'attitude est très importante. Le bas de CV est très important parce qu'on veut savoir quand on est un cabinet de recrutement, quand on est un département de ressources humaines, quand on va embaucher quelqu'un, si on va aimer travailler avec lui, si elle va être une personne sympa avec qui on va bien s'entendre, si elle va être dans l'esprit de la boîte. Et ça, les recruteurs vont le faire en regardant le profil sur Facebook. Donc il faut à la fois être performant dans sa vie professionnelle et performant dans sa vie privée. Et le meilleur moyen de se mettre en scène, c'est son profil Facebook. Donc actuellement, il faut avoir quelque chose sur Facebook. Il faut montrer quelque chose, il faut créer un personnage qui est en accord avec soi-même, qui est défendable après quand on est confronté avec les gens. Mais il faut partir de quelque chose, et c'est un outil de RP de soi. Facebook est formidable. On arrive à la une de l'actualité, on a ses albums de photos, on peut publier ses citations, ses films préférés, et il s'en dégage un personnage, et c'est ce personnage-là qui va être regardé de près, effectivement, en le googlant et en le Facebookant. Avec les voyeurs, il y a toujours les exhibitionnistes, il y a toujours les voyeurs. Bon, c'est un jugement de valeur de parler comme ça, de dire exhibitionniste, voyeur, mais il y a un peu ça, c'est en tout cas, quand on veut assurer sa visibilité, on est obligé de s'exposer, donc on est obligé de s'exhiber. Et en général, il y a beaucoup de personnes, moi j'en fais partie, qui vont sur Facebook et qui postent pas grand-chose, mais qui regardent ce que font les autres. Voilà. C'est qu'on peut passer des heures, on appelle ça de l'errance numérique. Là, on va d'un profil à l'autre, tiens, il a posté ça, tiens, il y avait que celle-là, et puis on ne sait pas, on a passé une demi-heure, on n'a pas compris pourquoi, mais on a été sur plein de profils. Tout le monde est sur Facebook. Bien, il y a tout le monde, pas tout le monde, puisqu'il y en a qui ne sont pas, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas limité à une génération. Ou alors c'est une génération, mais qu'on essaye d'imiter. C'est-à-dire que les valeurs de cette génération, les pratiques de la génération Y, hein, celle qui est née dans le numérique, on met beaucoup en exergue. En fait, on est tous de la génération Y. Nous, c'est notre message. C'est-à-dire que, après, c'est une plus ou moins grande intensité, mais moi, j'ai vu autour de moi les pratiques, les smartphones, l'addiction aux SMS, se connecter en permanence, parce que je parle de tous les nouveaux moyens de communication. On est dedans. Ça nous change. Donc, ça ne se limite pas à une génération. Pour être franc, moi j'ai une page Facebook, j'ai mis dessus, désolé, je ne suis pas ici, je profite de la vie avec mes amis. L'opposition virtuelle réelle ne marche pas, c'est que le succès de Facebook d'ailleurs, c'est que les gens parlent à l'identité réelle. C'est-à-dire qu'ils mettent leur vrai profil, ils mettent des vraies informations, c'est pour ça que ça marche sur le marketing, c'est-à-dire que si vous voulez faire une campagne ciblée, vous avez des vraies informations, et Facebook d'ailleurs traque les mauvaises informations, enfin ils vous incitent toujours à donner des vraies choses, ils n'aiment pas trop les pseudos, ils n'aiment pas trop les mauvaises photos de profil, et les diplômes ne suffisent plus. Il faut montrer un personnage, faut qu'on soit... Et donc le personnage, il faut communiquer, parce que sinon vous êtes éloigné, on a l'impression que vous n'existez pas si vous n'avez pas d'existence sur les... J'ai pas envie de dire le mot virtuel, parce que ça oppose à un réel, mais disons que si vous n'avez pas de moyens, on ne vous trouve pas sur le web, on a l'impression que vous n'existez pas. Les jeunes, quand ils démarrent et qu'ils ont leur diplôme, ils sont dans la masse anonyme des jeunes diplômés sans expérience. Donc pour se distinguer, ils vont se mettre en scène, ils vont essayer de se démarquer. Donc on se démarque comment quand on a tous le même diplôme et qu'on n'a pas d'expérience? On se démarque parce qu'on est quelqu'un de sympa. Et donc pour prouver qu'on est sympa, qu'on est fun, qu'on va être cool, qu'on est en même temps qu'on est assez rigoureux, on va essayer de choisir un personnage, voilà, on va se mettre en scène. Et c'est vrai que c'est encore très jeune Facebook.
France, c'était, je crois, c'est 2007, un truc comme ça. Ça a été créé en 2004, donc de toute façon, c'est pas vieux. Être constamment en représentation de soi, les pratiques, c'est de montrer qu'on est cool sur Facebook. Donc on échange, et c'est aussi la possibilité de retrouver sa cour de récré quand on est à la maison. Parce qu'on c'est un prolongement d'un cours de récré, prolongement d'open space, prolongement d'un cours de récré. C'est une époque, par exemple, dans l'adolescence, à partir de 13 ans, normalement sur Facebook, c'est même plus jeune, mais en tout cas, beaucoup d'adolescents qui sont entre 13 et 18 ans, de constamment devoir définir son identité en étant avec les autres tout le temps. Je pense qu'il y a une partie où il faut être un peu en retrait. Et c'est cette impossibilité d'être seul maintenant, et cette incapacité même à être seul, cette fin de la solitude que je trouve pas bonne pour les jeunes. Et ni pour nous, d'ailleurs qu'on a de moins en moins. Mais nous, on a connu l'époque seule, donc on est peut-être plus armés. Eux, ils sont jamais seuls, et ils le seront jamais. Pour vivre heureux, vivons cachés, là, c'est pour vivre heureux, vivons visibles. C'est-à-dire qu'il faut être compétent dans sa vie professionnelle comme dans sa vie privée. Et sinon, voilà, on est laissé au bord de la route. On a tout le temps un sentiment d'urgence parce qu'il faut avancer, il faut être bon, il faut être compétitif. Et cette compétition se voit partout maintenant. Donc voilà, dans les domaines les plus intimes, on le voit, c'est même les couvertures des magazines, doper votre libido, booster vos amitiés, les 37 conseils pour séduire, comment devenir un winner, rester au top dans Manzels. Voilà, analyser les couvertures des magazines, c'est très instructif. Les auteurs ont mis en exergue cette phrase Facebook, ce n'est pas un site internet, c'est un mode de vie. Il y a beaucoup de questions qui se posent derrière Facebook. J'avais oublié qu'on disait que c'était un mode de vie. Et c'est vrai, c'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir un mode de vie à la Facebook, on peut avoir cette façon d'être avec cette recherche permanente d'efficacité dans nos rapports privés ou professionnels, à tel point qu'on utilise un vocabulaire professionnel pour nos actions privées, sans être sur Facebook. Il y a beaucoup de gens qui se mettent en relation par ces outils, et il y a beaucoup de gens qui utilisent ces outils aussi pour s'éviter et se maintenir à distance. C'est ça que nous, on a voulu montrer. Alors, on le fait surtout dans ce sens-là. Mais c'est vrai que sinon, il y avait plutôt un discours unique, et nous, on aime bien ouvrir des débats. On cherche peut-être un réconfort, mais n'empêche qu'effectivement, des appels au secours, il y en a sur Facebook. Moi, j'en ai vu. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que les commentaires positifs, les gens sont un peu mal à l'aise face à quelqu'un qui va pas bien, ils ne savent pas trop quoi faire, parce que c'est pas drôle dans l'esprit. Donc du coup, ils répondent pas. Mais effectivement, j'ai l'impression que les jeunes n'hésitent pas, en tout cas certains, à crier leur mal-être pour avoir ce soutien virtuel. Que déjà, c'est difficile pour nous de l'observer, parce qu'on était un peu gênés d'observer tous ces adolescents sur ce qu'ils mettaient sur Facebook. Donc, on a vu beaucoup cette mise en scène de la relation amoureuse, on a vu beaucoup cette mise en scène des soirées, mais on n'a pas trop vu de messages de désespoir avec des gens qui faisaient des « ça va pas bien » distance. On a vu ça chez des personnes plus âgées. Quand on comprend en tout cas cette exigence de visibilité, cette injonction à la visibilité qu'on a, cette injonction à voilà, sois toi-même, sois ton propre projet, montre ce que tu es, fais-le et prouve-le, voilà, s'ils ne le font pas sur Facebook, donc du coup, je pense qu'il y a plein de parents qui se demandent est-ce que je dois laisser mon enfant s'inscrire sur Facebook, est-ce que c'est mauvais ou bon pour lui, est-ce que je ne l'exclus pas du mouvement quand je ne le mets pas, voilà, c'est des questions. Quand un service est gratuit, souvent sur Internet, c'est que c'est vous-même qui êtes le produit. Et méditez ça, parce que c'est vrai qu'en fait, il n'y a rien sans rien. Pour le marketing de Ferrero, c'est hyper simple, c'est-à-dire qu'ils ont créé une page, ils ont mis juste choisi un visuel, ils ont mis un petit énoncé de groupe en disant les crêpes et Nutella, c'est vachement bon. Et puis derrière, c'est les gens qui postent, c'est les gens qui aiment cette marque, donc ils sont conquis déjà. Donc en mettant sur j'aime, ceux qui n'ont pas restreint leur profil, on a accès entièrement à toutes leurs données. Quand on est administrateur de la fanpage Crêpes plus Nutella. Donc ils peuvent faire des analyses, sortir des profils socio-démographiques, ça pour rien. Et en plus derrière, ils peuvent envoyer des messages aux gens qui ont posté le plus, donc ils ont gratuitement tous les ambassadeurs de la marque. C'est le marketing le plus efficace qu'on ait jamais inventé et le moins coûteux. Donc ça va ne faire que exploser, évidemment c'est que le début. Le génie de Mark Zuckerberg, c'est qu'il aurait pu tout de suite monétiser, comme on dit, son idée géniale. Quand il a créé en 2004, il a attendu 3 ans avant de mettre la moindre espèce de publicité sur le site. C'est qu'en 2007 qu'il a ouvert le site à la publicité, ce qui est hyper tard. Tous les investisseurs lui disaient « mais t'es complètement fou ». Et il a tenu, parce qu'en fait, ce qu'il voulait, c'est que d'abord, Facebook soit un endroit cool, où les gens se sentent bien, ils ne se sentent pas agressés par de la pub, par des sollicitations commerciales. Donc ils ont l'impression que tout vient d'eux.
Donc c'est eux qui ont cliqué sur j'aime crêpes Nutella, ils en sont fiers, c'est un blason. Il y a de plus en plus de sites institutionnels, puisque moi je suis dans les bibliothèques, notamment même la BNF, qui ont les Facebook. Donc quelle est votre analyse par rapport à l'utilisation de Facebook par les sites institutionnels? C'est-à-dire que les sites institutionnels, c'est quand même un outil de travail. C'est devenu un outil de travail puisqu'on arrive à rentrer en communication avec le maximum de gens. Donc beaucoup de journalistes utilisent Facebook pour rentrer en relation avec des photographes, avec des témoins potentiels, des choses comme ça. C'est un outil de communication événementielle très puissant. Il y a deux grandes personnalités qui ont des avis complètement opposés. C'est Mark Zuckerberg qui estime qu'en fait on est lâche si on n'avance pas sur son identité réelle. C'est vraiment une idéologie et qui partage avec celle d'Eric Schmidt, l'ancien fondateur de Google, qui dit aussi qu'il faut dire des choses qu'on a faites parce que si jamais vous avez des choses qui restent sur le web que vous ne voulez pas voir, peut-être, et sa phrase c'est peut-être que vous auriez dû commencer par ne pas les faire. Donc ça, c'est l'idéologie de « on avance à visage découvert ». Et il y a l'idéologie de Julian Assange et Wikileaks qui dit qu'en fait, on est authentique, on est vrai. Enfin, en gros, c'est la phrase, je ne sais plus quelle est l'exacte phrase, qui cite tout le temps une phrase de Oscar Wilde qui dit qu'on est vraiment soi-même que quand on est masqué.